Bienvenue au Polysécure, épisode technique. Je suis accompagné de Michael. Comment vas-tu? Je vais bien, toi? Très bien aussi. On s'est bien préparé en pre-show justement pour préparer notre prochain enregistrement. Hein? Tant qu'à travailler, on va le faire pour de vrai. Cette fois-ci, on va parler de l'info nuagique et pourquoi on doit payer pour avoir la sécurité par-dessus l'info nuagique quand il y a une forme de, à mon avis, de présomption qu'on devrait avoir un minimum de choses, comme au même titre que quand on achète un auto, on a déjà un certain nombre de choses de sécurité qui sont incluses. Donc, je suis un peu dérangé par le fait qu'on doive payer des montants supplémentaires pour voir ce qui, pas tout l'ensemble de la plateforme de sécurité, mais en tout cas une bonne partie qui, à mon avis, devrait faire partie du service de base qu'on devrait avoir. C'est toi qui as amené le sujet, fait que je vais te laisser aussi lancer ça, mais ça va sûrement susciter beaucoup d'émotions. Ben, en fait, je saurais pas par où commencer parce qu'il y a trop de points qui me viennent en tête en même temps. C'est un peu la folie furieuse quand on me parle de ce sujet-là parce qu'en fait, je crois qu'on a parlé de gauche à droite à travers de toutes nos dernières discussions. Puis un des gros points qui me reste en tête, c'est comme pourquoi en fait, je dirais que en ce moment, c'est encore le cas que la plupart des services qu'on achète, que ce soit un site web, que ce soit une application en ligne, que ce soit whatever ce qu'on achète qui est une partie de notre infrastructure, que dans bien des cas, il n'y a même pas de composante de sécurité, il n'y a même pas de log qui vient avec, exemple, que ce soit, je vais prendre un exemple, pas pour dire cliché, mais exemple, j'ai un CDN. Bon, ben cool, mais si mon CDN se fait infecter par un malware ou un virus XYZ du web, un ransomware, ou peu importe ce qui pourrait arriver dans les faits, est-ce que j'ai des logs de qui l'a téléversé vers le CDN? Est-ce que j'ai des logs de quelle source que ça provenait, de l'autorisation qui a été envoyée? Un petit peu toutes les choses que je crois qu'on a essayé de parler autour de la conformité dernièrement, que justement, tu sais, c'est une automatisation pour éviter que ces choses-là arrivent. Veut pas que la conformité essaie de nous amener. Puis de mettre un petit peu, comme qu'on pourrait dire, un niveau de paranoïa, comme que je l'expliquais si bien, je sais pas, il y a quelques podcasts, au niveau que, ben, si ton niveau de paranoïa est je dirais pas si élevé que ça, là, on va se dire les vraies choses, s'il est à un niveau acceptable, disons-le comme ça, ben, je devrais au minimum avoir des logs de qui a les permissions d'uploader des fichiers ou de téléverser des fichiers vers mon CDN. Je devrais savoir avec quelle permission ça a été mis en place, quel fichier, la signature du fichier qui a été envoyé. Je devrais au moins avoir un résultat d'un scan antivirus avant même que ça ait réussi à se rendre, si tu vois ce que je veux dire. Tous des trucs de base comme ça qui devraient avoir un certain niveau, un petit peu comme qu'on le fait dans le monde du DevOps aujourd'hui. On s'entend, tout est machine. Il n'y a plus d'interaction humaine du tout. C'est tout rendu. Bon, ben écoute, on va commencer par bâtir le code, le compiler, le tester, et ainsi de suite. Toute la besogne se fait automatiquement pour en arriver qu'on soit capable de peser sur un beau bouton, lancer une ligne de commande et boum, notre service est lancé en ligne, il est rendu dans le cloud ou est rendu peu importe où en termes de service en ligne. Ben, c'est un petit peu la même chose. C'est que toute cette automatisation machine-là qu'on est capable de mettre en place aujourd'hui, ben, pourquoi on n'est pas capable de faire la même chose au niveau de nos services qu'on utilise? Puis de plus en plus, ça devient le sujet de l'heure parce que je vois des trucs qui se passent, que ce soit dans le monde de la construction, j'ai le monde naval qui m'a approché dernièrement. Peu importe les secteurs d'affaires aujourd'hui, ils ont tous des niveaux à plusieurs étages différents pour dire que ça revient tout au même problème. Les services avec qui on faisait affaire ou les services qui existent dans notre domaine d'affaires aujourd'hui ne fournissent aucune cybersécurité, ne fournissent aucune conformité pour pouvoir dire que ils prennent en charge le strict minimum pour dire que ça serait acceptable qu'on bâtisse des technologies basées là-dessus. Parce que justement, dans tous les cas, que ce soit à travers d'Azure, que ce soit à travers d'Amazon, Google, name it, c'est le même problème qui revient. Qu'on achète un site web avec GoDaddy, encore une fois la même chose. Au moins, c'est pas pire, au moins GoDaddy ont une option que tu peux payer pour avoir un minimum de sécurité, mais même encore là, est-ce que tu as accès au log? Est-ce que tu as accès à ci? Est-ce que tu as accès à ça? C'est toutes les questions qui se posent, en fait, là, comment je fais pour gérer ça. C'est cool de pouvoir payer pour dire, ben écoute, j'ai un exemple, un site chez Squarespace, mais le jour que j'ai besoin d'avoir des métriques, j'ai besoin d'avoir des logs de qui a réussi à modifier mon site
Pourquoi ils ont réussi à modifier mon site? Juste de pouvoir avoir ce qu'on appelle en anglais une liability, de voir c'est qui a la responsabilité s'il arrive quelque chose. T'sais, on s'entend, s'il y a une publicité de Viagra qui se ramasse sur notre site corporatif demain matin, je pense que la tête à quelqu'un va tomber, mais c'est de savoir c'est de la faute à qui pour commencer. Parce que si la plateforme te fournit même pas l'information, c'est un peu dur de dire ben écoute, ouais, il y a quelqu'un qui son password s'est fait leak ou qui son password s'est ramassé quelque part sur les internets. Ça, c'est une chose. Mais dans la réalité, je crois qu'on veut savoir vraiment la source du problème est partie où. Puis je pense que c'est la même question, la même genre de responsabilité dans mon cas. Exemple, il arrive quelque chose avec mon produit. Bon, ben, c'est quoi la première chose qu'on va me demander? On va me demander un rapport complet sur ce qui s'est passé. Est-ce que c'est un incident de sécurité? Est-ce qu'il y a des données clientes qui ont été affectées? Est-ce qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé? Puis c'est la même réflexion qui se pose avec tous les services qu'on peut acheter, malheureusement. Puis que c'est aussi terrible, la même chose. On va acheter une base de données en tant que service. Y a-tu quoi de plus simple à utiliser aujourd'hui? Ou même encore plus, pas dire plus simple, mais de plus le fun à utiliser, en fait, parce que brancher une infrastructure sur une base de données en tant que service, je pense qu'il n'y a rien de plus facile. J'ai jamais rien vu d'aussi incroyable dans les 5 dernières années en termes d'infos nuagiques. C'est drôle, dans certains cas, il n'y a même pas de certificat SSL qui vient avec. Il n'y a même pas de repérage minimal pour dire ben, qu'est-ce qui se passe avec la base de données, qui a eu accès dernièrement. Juste le strict minimum pour dire ben, je peux-tu mettre au moins un cadre de sécurité. Dans les cas les plus pertinents, on va au moins avoir des fonctionnalités de base de firewall, de pouvoir dire bon ben écoute, il y a ces sources-là qui sont autorisées à, mais ça s'arrête là. Il n'y a pas plus de vérification qui est faite d'un côté ou de l'autre. C'est tous des trucs, on dirait, qui sont encore un petit peu à l'âge de pierre, si on peut dire. J'imagine, Nicolas, que tu as vu quelque chose de... juste à voir comment que tu hoches la tête, là, comment que tu peux avoir réagi à ça dans le passé, parce que c'est un cas réel, en fait. Chaque fois qu'on arrive sur un cas, une scène de crime, que ce soit un incident ou une compagnie, justement, qui a eu une brèche ou qui a eu quelque chose, c'est drôle, c'est toujours le même scénario qui recommence. Ouais. C'est tout le temps les points sensibles que ben ça tombe-tu mal? Ça a tombé qu'il y a eu une infection ou une injection quelque part, qu'on n'a pas de log, qu'on n'a pas de ci, qu'on n'a pas de ça. Ou que peut-être qu'il y avait des logs, mais tout simplement, ils ont disparu de la machine. C'est-tu triste? Ben, entre autres, ça, puis pour avoir déployé plusieurs, il y a plusieurs niveaux, là. On s'entend là, du SaaS au IaaS, il y a une marge très grande entre les deux univers. Mais le niveau moi, ça m'agace, c'est que le niveau minimal n'est pas suffisamment haut. Puis je me retrouve à constater un peu comme ce que l'industrie automobile ou l'aviation aussi a connu à certains égards, c'est qu'ils sont partis libres, sont comme genre partis à tourner, courir, puis ils couraient, puis ils étaient bien contents avec leurs affaires, avec leurs autos, avec aucune sécurité, avec aucune mesure, ou l'aviation avec aucun élément comme ça. Et il y a eu tellement de cas qui sont arrivés qui ont forcé le législateur à se mettre le nez là-dedans et d'imposer des règles. Même chose dans le bâtiment aussi, d'ailleurs. Fait que chaque secteur a connu une espèce de moment de grand épanouissement avec aucune considération de sécurité. Puis là, on dit, ah oui, on innove, puis ça, puis parce que c'est ça qu'ils disent en technologie, on va innover. Oui, mais tu peux innover avec de la sécurité, là, c'est pas grave, là. Fait, tu peux le faire, là, ça limite pas tant que ça, là. Fait que, bref, puis on peut innover en sécurité aussi, d'ailleurs. Hein? Tout est possible. Puis l'automobile puis l'aviation, encore de l'innovation de nos jours, même s'il y a beaucoup de cadres réglementaires puis il y a beaucoup de choses. Fait que, un n'empêche pas l'autre. Mais cela étant dit, je pense qu'on va arriver comme ça parce que c'est toute une question de présomption. Quand j'utilise une auto, j'ai une présomption que j'ai un certain niveau de sécurité qui est associé avec, que mes freins vont fonctionner, que mon volant va fonctionner. Puis bon, les autos de plus en plus modernes ont de plus en plus de fonctions intégrées, c'est-à-dire que l'ABS vient après toutes les voitures qui existent. L'antipatinage, je pense qu'il vient à peu près toutes les voitures qui existent maintenant. Et ainsi de suite. Je suis sûr que, je dis ça, puis je suis sûr que quelqu'un va dire, non, t'as tort parce que genre, il y a une petite voiture qui est X qui l'a pas. Mais la plupart des voitures qu'on achète en Amérique du Nord ont généralement toutes ces fonctions-là d'intégrer maintenant. Puis même avant, on avait la ceinture de sécurité, les coussins gonflables. Fait qu'on a une panoplie de mesures qui se sont installées, qui sont déployées et mises en place dans les véhicules, justement, pour s'assurer que le niveau minimal soit
adéquat par rapport à la présomption des gens. En info numérique, on n'est pas tout à fait, on n'est pas du tout là. On a vu le cas de OVH qui fait école en quelque sorte où un centre de données a brûlé et les clients n'avaient pas pris de copie de sauvegarde. Mais dans le contrat, il n'était pas marqué. Fait que là, est-ce que là, la faute est où les située où? Puis là, bon, la Cour française a tranché là-dessus, puis on n'est pas des juristes, puis c'est pas notre intérêt. D'un point de vue purement ce que c'est, si tu n'as pas payé pour l'avoir, ton backup, je comprends que tu ne l'aies pas non plus, puis je comprends la position de VH là-dessus, puis je suis très d'accord, puis ça a une valeur des services comme ça que tu payes vraiment pas cher, que tu n'es pas ces choses. Parce que quand tu fais des tests, quand tu fais des choses, quand tu fais des dummies, puis tu t'amuses, puis tu t'en fais pas mal aussi, tu veux pas payer la Cadillac parce que tu n'as pas besoin de cette sécurité, tu n'as pas besoin de casser le coussin gonflable, t'as besoin de, tu veux foncer dans le mur à pleine allure, puis tu t'en fous de ce qui se passe. Puis ça explose, tu t'en fous parce que tu vas repartir de machine, puis tu vas recommencer à côté. Tu n'as pas de données de production. Quand tu arrives à donner de production, on n'est plus dans le même univers. Puis c'est là où ça devrait être, au lieu de dire, OK, je veux rajouter des backups, ça veut dire, je veux retirer les backups. On devrait trouver dans le opt-out et non en opt-in. Puis c'est peut-être un peu là où là, on va dire, ça coûte plus cher. Oui, je suis d'accord. Tout a un coût. Puis je suis d'accord que les backups ont un coût. Je suis d'accord que la sécurité qu'on ajoute aussi. Là, on parle juste des backups, puis des logs, puis des choses comme ça. Mais tu sais, ça comprend tous les antivirus, ça comprend toute l'analyse, des choses comme ça. Quand on a des services sophistiqués comme M365 ou Google Workspace, il y a toute une couche de sécurité qui est vendue de façon très dispendieuse par Microsoft et Google pour aller plus loin. Mais la couche super loin, la majorité des gens n'ont pas de besoin parce qu'on n'a même pas la capacité de comprendre. Mais la couche de base, puis Microsoft a rendu le MFA obligatoire il n'y a pas tellement longtemps sur ce service parce qu'il y a eu une adoption majeure, parce qu'on appelle le confinement et la pandémie a fait une adoption. Fait que là, on dit, oh non, mais là, tout le monde MFA parce que vous embarquez dans mon service. Là, vous avez l'air d'une gang de clowns, puis vous savez pas ce que vous faisiez. Puis c'est normal que vous ne sachiez pas ce que vous faisiez parce que vous n'êtes pas spécialisé là-dedans. Fait qu'on va vous imposer un niveau minimal qui est intéressant. Le MFA, c'est très de base, mais quand on veut accéder à des choses plus... Encore là, moi, je trouve que la ligne est tracée n'est pas assez haute. Là, on aurait tracé plus haut. Quitte à ce qui change un montant de base plus haut de toute façon, mais tu sais, maintenant, si tu veux embarquer dans l'infonologique, il faut que tu sois sérieux. Là. Exact. Ben, puis le point qui m'amène ou qui me vient en tête, en fait, c'est la suite des choses. Tu sais, qu'est-ce qui est déjà prédit si on fait se regarder ce qu'on dit en anglais, les writing on the walls, tu sais, ce qui se dit déjà dans l'industrie, ce qui se met déjà en roule. En ce moment, là, si on regarde complètement le portrait là, de l'économie et tout, il y a déjà des spécialistes de l'industrie comme Gartner puis les Forrester de ce monde, mais bref, qui sont payés en fait, pour analyser le marché et voir où est-ce que les choses s'en vont. Puis déjà, eux, en 2020, disaient ben c'est pas compliqué, d'ici 2025, toutes les compagnies qui seront pas capables d'atteindre un certain niveau X de cybersécurité ou les produits X, Y, Z, ils vont disparaître tout simplement parce qu'il y aura justement, il va devoir avoir une certaine d'essence de sécurité derrière les produits parce que ça ne pourra pas continuer longtemps. C'est une des plus grosses problématiques qu'on a en ce moment. Puis même en tant que start-up, je dirais, c'est le défi ultime. Comment on fait pour se rendre à notre premier niveau de conformité? Puis tu sais, c'est pas pour rien qu'on a des nouvelles lois comme la loi 25 ou puis la loi 27, je crois, qui s'en viennent dans pas très longtemps, là, qui vont créer un beau un beau chaos, si on peut dire, autour de nous, parce que en fait, qui c'est qui est prêt pour répondre à ça demain matin? La plupart des entreprises, que ce soit pas des startups technologiques, que ce soit pas des compagnies qui ont même fait dans certains cas le tournage digital ou technologique, comment ils vont faire pour répondre à tout ça, puis comme savoir où s'enligner dans tout ça? Ça leur parlera jamais, c'est comme quasiment pas de leur génération, si on peut dire. On est rendu ailleurs, puis malheureusement, c'est ce qui arrive de plus en plus vite. Puis c'est bizarre de voir que les prédictions disent ben il va falloir avoir cette barre assez haute là pour pouvoir continuer à être en affaires, puis pouvoir continuer à faire avancer certaines industries, comme on le parlait tantôt, que le meilleur exemple qui me vient en tête, c'est BIM avec la construction. Qui s'attendent que d'ici un certain nombre d'années, ben l'écosystème de la construction va être super haut en termes de niveau de paranoïa puis de cybersécurité et de conformité.
quand on s'entend que s'il y a de quoi qui est au niveau de l'agriculture, c'est bien la construction, là. Ils sont encore dans le champ de patates à essayer de comprendre comment faire marcher la machine. Tu sais, oui, la construction a évolué beaucoup dans les dernières années, mais en termes de cybersécurité et puis des produits autour, on s'entend que c'est un écosystème encore à bâtir, selon moi, qui évolue très rapidement, oui, mais comme c'est une des bonnes exemples, justement, de comme le marché voudrait déjà que ce soit là, mais bizarrement, ils sont vraiment ailleurs. Là, et puis c'est la même chose dans toutes les industries. Et c'est là que, comme je me demande, c'est là que la question, je pense, le sujet d'aujourd'hui est vraiment intéressant. Comment qu'on va faire pour pallier à tout ça quand au final, côté affaires, ben si on regarde la métrique, comme tu le disais tantôt, exemple avec OVH, désolé, je vous ai pas vendu un backup. Mais c'est la réalité pareil. Si la machine fonctionne, c'est comme ça que ça opère, puis que tout le monde est heureux. Pourquoi il y aurait un changement? Puis c'est un petit peu cette mentalité-là, je pense, qui nous fait mal en ce moment. Là. C'est que il y a comme personne qui veut briser une roue qui tourne déjà, là, tu sais. Ouais, ben je pense qu'on va devoir. Ce que je mentionnais, c'est qu'on doit aller en opt-out, c'est-à-dire que ton service de base vient avec ton backup. Et si tu n'en veux pas parce que tu n'en as pas de besoin pour X raison, tu opt-out. C'est un peu comme les Bucket S3 qui jusqu'à on va dire jusqu'à dernièrement, mais dernièrement, il y a plusieurs années, c'était très facile les rendre publics. Puis maintenant, ça ne l'est plus. Parce que Amazon AWS est tanné de se faire pointer du doigt que ces Bucket S3 soient la source du problème. Fait qu'ils ont enlevé un jouet des mains des gens qui ne savaient pas s'en servir. C'est aussi ça l'aspect, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se lancent en infologique sans savoir ce qu'ils font. Fait que les jouets avec le jouet, puis ils se font mal. Mais ensuite, est-ce que c'est la faute du chose? Puis c'est dans ce sens-là, comme OVH, c'est pas la faute d'OVH que les gens n'avaient pas leur backup. C'est les jouets, les gens qui ont eu un jouet puis étaient convaincus qu'il y avait une bonne perspective, une bonne compréhension, et ils n'en avaient pas. Donc, devient à terme, je crois, le fardeau des grands fournisseurs, des grands cloudeurs, de devoir éduquer les gens, de devoir arrêter d'avoir leur mettre des barrières. Puis c'est un peu contre-intuitif, surtout pour ces grands cloudeurs-là, parce qu'ils sont les promoteurs de la fluidité, de tout ce qui va vite. Et là, ils vont devoir être le promoteur du « Ouais, non, mais avant de t'engager, il faut que tu signes un contrat 3 copies qui dit que tu sais ce que tu fais, puis tu sautes en bungee, puis ça se peut que la corde à lâche, mais c'est pas notre responsabilité, tu as été averti avant, puis nous, on a fait notre vérification de base. » Mais je pense que c'est un petit peu, c'est pas exactement ce que AWS fait avec son PhD que tu peux passer pour dire que tu es un expert du cloud, justement. Je pense que c'est un petit peu l'idée. En tout cas, moi, personnellement, c'est ce que je déteste des méga clouds, si on peut dire, là, ou des GAFAM, comme qu'ils disent si bien en Europe, comme toutes les méga conglomérats clouds, si on peut dire. On dirait qu'ils ont tous tellement un niveau de complexité énorme que c'est comme on dirait que il n'y a jamais de fin à ce que tu peux te spécialiser à utiliser les 1000 composantes qu'ils peuvent te fournir pour finalement en arriver que peu importe que tu aies passé, je pense, la certification qu'ils vont t'offrir ou pas, tu vas finir dans un mur parce qu'il y a tellement d'options, comme qu'on dit, qui sont pas là de base, qu'il faut que tu saches qu'il faut que tu sois quasiment plus du côté du légal, de comprendre pourquoi que tu payes pour cette composante-là, puis qu'est-ce qu'elle t'apporte vraiment, que de pouvoir l'appliquer pour de vrai. Puis c'est un petit peu pourquoi ça me fait un segment un petit peu à ce qu'on fait, nous, de notre côté avec Cyberwall, dans un sens, parce que dans la réalité, c'est un petit peu l'automatisation de toutes ces briques-là, de ces composantes-là qui demandent un niveau de connaissance assez élevé, si on peut dire, en tout ce qui se fait dans le cloud pour pouvoir, quand tu veux essayer de rattacher tout ça, j'ai vu des compagnies passer des années sans même réussir à se rendre à destination. Puis c'est drôle parce que j'avais un meeting tantôt pour parler justement des briques de ce qui peut se faire sur Amazon, qui est assez, on s'entend quand on regarde AWS, qui est des briques assez magiques sur Amazon, qui font des trucs assez incroyables, que je pense même des fois qu'ils ont une certaine longueur d'avance sur les autres joueurs. Mais quand tu regardes le big picture, quand tu regardes comment il y a de personnes qui savent d'en tirer avantage ou faire quelque chose avec, ben je sais pas vraiment où l'avantage, tu vois ce que je veux dire, parce que chacune des briques est incroyable, mais il faut savoir quoi faire pour qu'elle devienne vraiment incroyable, tu sais, puis c'est ça qui est pas facile. Ça, on devient des spécialistes par-dessus ce genre de choses-là, puis j'aime bien ton aspect, ton sur le légal, puis je vais rebondir un peu là-dessus parce que en certains égards, l'info nuagique,
c'est principalement des contrats. Puis les gens, malheureusement, ne les lisent pas. Puis j'ai été arrivé dans plusieurs cas où j'ai dû me parler, ouais, on va tester telle affaire, on va vérifier tel autre élément. Mais dis, est-ce que vous avez ça au contrat? Avant de le tester, est-ce que c'est marqué au contrat? Parce que vous pouvez le tester autant que vous voulez. Ils vont vous charger pour le tester de toute façon. Ce qui est normal. Et dès lors, qu'est-ce que vous voulez vérifier? Est-ce que vous voulez vérifier qu'il respecte le contrat? OK, fine, c'est bien, mais est-ce que c'est identifié au contrat? Est-ce que vous voulez performance X? OK, ben, est-ce que vous avez un contrat qui vous promet une performance X? S'il n'est pas là, vous faites un exercice dans le feu, dans le beurre, puis vous jetez de l'argent dans le feu. C'est-à-dire que vous faites l'exercice pour rien parce que vous n'avez aucun levier, puis vous brûlez de l'argent parce que de toute façon, ils vont vous charger votre test. Fait que vous ne pouvez même pas plaider qu'il est arrivé un élément comme ça. Fait que, tu sais, il y a un problème de compréhension du légal. Fait que déjà là, mettez vos avocats qui comprennent bien ce genre de choses-là. Puis il n'y a pas tant d'avocats qui comprennent l'infonuagique correctement. Fait que trouvez un bon avocat qui comprend l'infonuagique puis qui comprend les nuances. Puis parce que tout est écrit. En infonuagique, c'est du légal avant d'être du technique. Parce que s'il n'est pas marqué, c'est pas, ils vous le promettent pas. Si vous n'avez pas de backup dans votre contrat, ben vous en enlevez pas de compte. Vous ne pouvez pas présumer que vous en avez un dans votre contrat, il n'est pas là. C'est tout. C'est comme ça que ça marche. Puis j'ai peut-être même déjà de quoi rebondir là-dessus parce que je trouve ça intéressant comme point. C'est un point qui est très intéressant sur la responsabilité à ce niveau-là. Moi, dans certains cas, ce que je trouve encore plus intéressant, c'est quand le contrat dit que tu en as un backup. Il est là ton backup. Mais qui gère les accès à ton backup? Puis qu'est-ce que tu peux faire avec ton backup? Puis moi, c'est là que j'extrapole un petit peu. Puis que je trouve ça un petit peu niaiseux, quote unquote, de savoir, puis j'ai un exemple qui me vient en tête parce que justement moi-même je fais affaire avec un service de info nuagique qui m'est très proche dans un sens, puis que justement tu peux acheter une base de données qui va venir avec des backups automatisés, ça fait partie de l'entente et tout. De un, n'importe qui peut initialiser un backup, t'as pas de traçabilité de qui a fait le backup, à quel temps, à quel moment, t'as aucun trace, log, journaux, whatever, qui va te dire telle personne a fait ci ou a fait ça. Il pourrait y avoir quelqu'un qui a pull up un backup en production, en staging ou en développement à any point in time. T'as aucune trace de ça. T'as un backup, oui, mais ton backup, tu peux même pas le downloader. Tu peux juste l'appliquer à la base de données. Fait que, tu sais, il y a plusieurs, puis déjà en partant, tu sais, il y a plusieurs couches de se poser les bonnes questions, de pas juste de l'offrir le service, mais qu'il soit bien mis en place. Tu vois ce que je veux dire? Pour pouvoir dire, ben écoute, c'est pas juste de dire que j'ai un backup, mais comme qui sait qui peut faire quoi avec le backup aussi. Ça devient de plus en plus, je pense, comme la prochaine étape déjà à franchir pour dire, ben écoute, c'est pas juste de l'avoir ou pas de l'avoir, là. C'est d'aller un petit peu plus loin que comme, c'est pas juste une feature pour te sauver en cas d'un incident, mais c'est une responsabilité encore plus de savoir qui c'est qui a accès au backup, puis pourquoi il a accès au backup, puis pour faire quoi. Puis moi, c'est un petit peu là que j'aimerais vraiment creuser, si tu vois ce que je veux dire, là. Que oui, il y a une portion légale qui est en souffrance, parce qu'on s'entend, le légal, je connais pas grand monde, à part les avocats eux-mêmes, qui comprennent cette portion-là. Malheureusement, on vit pas dans un monde que tout le monde comprend l'égalité des choses. Je connais pas, je pense que sur le 100% du monde que je connaisse, je peux pas dire qu'il y a 100% du monde qui vont aller cliquer à chaque fois qu'ils s'inscrivent sur une plateforme pour voir voilà les termes et les conditions. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, non, ça c'est un peu too much, mais disons, mettons dans un contexte corporatif où c'est d'un fond plus sérieux. Oui, là, on a intérêt à regarder les contrats dans lesquels on s'embarque parce que sinon on se fait avoir, on échange par les backups. Tu sais, puis c'est ça aussi, puis ces contrats-là, puis ça devient difficile parce que quand on est dans un monde technique, puis le monde légal est aussi très technique, tous ces détails-là doivent être tenus en compte. Là, tu parles de qui a accès à tes backups parce que c'est quand même tes données qui sont sur tes backups. C'est quand même protégé. La loi 25 au Québec vient encadrer ça. La RGPD en Europe l'encadre. La C27 au fédéral va bientôt l'encadrer pour les régimes provinciaux qui n'ont pas de loi équivalente. C'est pas n'importe qui peut toucher à tes backups, là. Mais si ton opérateur il est au Mexique, lui, il fait quoi? Il s'en fout de ta loi 25 ou ton C27 parce que lui, ça ne le regarde pas, ces affaires-là. Donc, de voir comment c'est utilisé, puis comment tout ça peut être utilisé. Puis on revient encore de journalisation,
audit, si on veut, là, qui est un peu plus les éléments comme ça. Qui fait quoi sur tes infrastructures? Puis ça aussi, c'est très important dans l'ensemble parce que je connais très peu de cloudeurs qui vont te dire quand eux-mêmes font les opérations sur ton espace à toi, ton espace privatif, tant qu'à utiliser les termes de condo. Parce que c'est essentiellement ça. Là. On loue un bloc de condo pour nos affaires. Fait que, ils ont le cloudeur, ces espaces communs qui peuvent opérer. Mais des fois, il doit rentrer dans ton condo pour aller faire des interventions. Il y a très peu de cloudeurs qui laissent des traces que quand c'est eux qui font l'intervention, j'en connais qui le font, qui laissent des traces. Fait que t'es capable de voir quand le cloudeur vient jouer chez vous. Mais la plupart le font pas. Puis dire, je vais nommer le plus gros, Microsoft ne laisse pas de traces quand il vient jouer dans tes choses, par exemple. En tout cas, où j'en ai pas vu. Prove me wrong. Dites-moi que je me suis trompé. J'aimerais ça. Mais j'ai pas vu aucune trace quand Microsoft vient jouer dans nos affaires. Puis là, on parle pas d'un abonnement R5 avec des affaires bizarres. C'est quand ils viennent jouer dans mes affaires, est-ce que ça laisse une trace? Moi, je n'ai jamais vu. Il y en a d'autres qui en laissent. J'ai peut-être un point là-dessus aussi. Puis tu as aussi l'opposé total de faire affaire avec un cloud qui va juste ne pas vouloir toucher à tes affaires pour justement pas avoir la responsabilité d'y avoir touché. Puis moi, c'est beaucoup plus ça que j'ai vu jusqu'à ce jour, si on peut dire, avec tous les fournisseurs que j'ai fait affaire. Dans la plupart des cas, là, en moins que tu payes pour un service, justement, qui vont s'occuper de ton rack ou peu importe comme le setup, là, plus cloud, on s'entend que c'est plus virtuel puis que comme c'est eux qui le gèrent en arrière. Là. Mais comme ils voudront pas toucher parce qu'ils veulent pas justement avoir la responsabilité d'avoir fait foirer quelque chose. Puis dans certains cas, c'est une automatisation machine, fait qu'ils peuvent s'enlever les mains. C'est même pas eux qui passent dessus, c'est un petit peu comme du DevOps. C'est un cycle DevOps. Tu sais, la machine se met à jour avec des scripts que c'est même pas quelqu'un derrière qui l'a fait, ça s'est mis en branle. Puis si ça brise quelque chose, ben c'est pas leur responsabilité parce que ça fait partie de l'entente. C'est comme ça, puis ça revient encore un petit peu au, comme tu le disais tantôt, d'aller lire entre les lignes du contrat, c'est la responsabilité à qui. Moi, ça m'est arrivé personnellement dernièrement que j'ai eu une surprise. Il y a eu une mise à jour sur mes serveurs, puis ça a causé un chaos incroyable parce que justement, c'était une mise à jour que je pouvais pas planifier parce que c'est pas entre mes mains, c'est entre les mains justement du fournisseur que lui décide que ben tout d'un coup, écoute, moi je mets les machines à jour, que tu le veuilles ou pas, je les mets à jour, puis bref, tu vivras avec les conséquences de comment que le script s'est mis en branle tout seul. Et que moi, je suis supposé de savoir que, ben, selon les lignes du contrat, probablement, si on irait lire avec une loupe et avec un avocat, ben, qu'il fallait savoir ça, mais il n'y a aucun service en ligne qui va nous vendre quelque chose de clair à ce niveau-là. Puis c'est tout, je crois que ces points-là que la conformité nous amène à pousser plus loin pour être sûr que justement, on arrive dans un futur, peut-être que ça va être un petit peu plus droit ou un peu plus simple à ce niveau-là. Mais c'est encore aujourd'hui, c'est pas facile. Là. C'est un quelque chose qu'il faut dealer avec. Ça fait partie de l'écosystème dans lequel on vit, si on peut dire. Oui. Oui, mais c'est ça. Puis de toute façon, puis là, toi, tu es dans un univers un peu moins géré, mais un univers plus géré en SaaS. Généralement, les fournisseurs passent leur moulinette, puis ils se foutent bien de au-dessus dans l'univers là, pour avoir beaucoup vécu dans l'environnement M365. Le bulldozer de Microsoft, il avance, puis tu peux t'insurger autant que tu veux, puis ils vont appliquer malgré tout les changements. Là. Ben, genre, le gouvernement américain va réussir à s'insurger assez fort pour faire arrêter le bulldozer. C'est probablement les seuls en termes d'amplitude qui sont capables de faire arrêter le bulldozer de Microsoft dans ces conditions-là. Puis c'est normal aussi parce qu'en même temps, c'est ça un peu l'infonologique. Tu t'embarques dans un train puis tu te laisses porter, surtout en SAS, tu t'embarques dans le train puis tu regardes plus. Puis ensuite, si t'es pas content d'être dans ce train-là, ben change de train, mais il faut que tu sois dans le train. Toi, t'es un peu plus bas, t'es plus avec du Kubernetes ou des environnements comme ça. Fait que si change le moteur de ton cluster, t'es un peu dans la merde parce que toi, t'as beaucoup de présomption face à ton moteur de ton cluster, puis s'il décide, moi, on le met à jour, puis t'as coupé, c'est ce que toi, tu fais n'est plus supporté, ça va briser l'ensemble de ton setup. Puis c'est plus avantageux, mais là, disons, je sais pas la maturité des clouders de pouvoir te fournir un environnement qui
c'est un peu sur le fonctionnement de Kubernetes, c'est-à-dire que tu sais, t'as toutes tes computes qui se promènent, puis tu testes tes computes c'est ton nouveau cluster, puis s'il marche pas, ben tu shut down, puis tu dis non, attends, je suis pas prêt, là. C'est que tout ça suive, mais je suis pas convaincu qu'il te l'applique comme ça. Il dit ouais, bon, j'ai changé ton cluster, bye. Ben, c'est exactement là que je voulais en venir. C'est exactement ce qui m'est arrivé il y a pas si longtemps. Puis c'est comme comment moi je vais faire une comparaison comme c'est comme si demain matin il n'y a pas personne qui va t'appeler pour te dire je vais me faire inonder demain matin ou je vais avoir une tornade qui te passe sur le corps. C'est comme non, la tornade elle passe puis elle te pose pas la question, elle donne pas un signal d'alarme avant qu'elle passe, ça arrive et blanc. Si t'étais préparé, t'es préparé, mais puis c'est un petit peu la même chose, puis c'est une des réalités qu'il faut savoir, tu sais, quand on travaille dans le cloud, de comme tout ce cadre-là qu'on n'a pas vraiment le contexte de comment que ça va être géré puis comment que ça va être opéré. C'est autant une bonne chose parce qu'en même temps, comme on le disait tantôt, ça élève la barre, fait que ta machine est toujours à jour, toujours tu suis les tu sais, il faut en prendre et en laisser parce qu'on s'entend. Les dernières mises à jour, c'est pas toujours la meilleure chose au monde. La même chose pour les dernières technologies. J'ai même entendu la même chose au niveau des dernières générations de CPU, de GPU, tout ce qu'on peut imaginer. Toujours la même chose. C'est comme, il y a toujours une barrière que tu veux pas. Tu veux toujours être dans le lag, comme on peut dire, là, que pour pas toujours être à jour, mais pas être à risque non plus. Puis c'est un petit peu ça qui est un petit peu difficile. On vit dans un écosystème qui avance tellement vite que comme suivre la machine, là, c'est une job à plein temps. Puis c'est ça qui est pas évident rendu là. Puis en plus, ben c'est là que ça introduit toutes les glitches, comme tu le disais tantôt, de comme aller lire entre les lignes, là, de comme mais ça, là, c'était-tu inclus ou ça l'était pas? Puis ainsi de suite. Tu sais, les termes de ton service, dans bien des cas, c'est plate à dire, puis j'ai même des bons exemples qui me viennent en tête. T'achètes une plateforme ou t'achètes un SaaS, un Software as a Service. T'as vu un terme de service au début, mais comme tu sais, une fois que t'es rendu sur la plateforme, là, c'est rendu tellement bonbon. C'est comme dans un jeu vidéo quand tu veux acheter un upgrade, là, tu sais. Ton bonbon que t'achètes, là, il te dit pas qu'il y a ci, ça à l'arrière. Tu sais, t'as pas un contrat qui suit derrière pour te dire qu'est-ce qui vient avec ou qu'est-ce que ça va te donner ou pas. Une fois que t'as acheté, c'est comme too bad, tu l'as acheté, tu sais. Puis c'est la même chose un petit peu, je trouve, jusqu'à un certain niveau sur les plateformes info-nuagiques. C'est que tu arrives sur une plateforme que t'as passé la gate, tu t'es inscrit, puis c'est déjà là que t'as comme mordu à l'hameçon, dans un sens, t'es rendu sur la plateforme. Puis là, c'est trop facile de cliquer, de ne pas cliquer pour ajouter des options. Et comme tu le disais tantôt, si ça serait à l'envers, que ce serait tout inclus, puis là, t'enlèves ce que tu veux pas. Là, au moins, on aurait comme un certain guideline pour arriver à quelque chose, mais c'est totalement l'opposé. C'est toujours comme comment je peux te rendre ça plus alléchant d'en rajouter puis de payer plus cher quand il y a comme en termes de légalité, de conformité et de ci et de ça, malheureusement, on paye dans le beurre parce qu'il n'y a rien de tout ça qui est présent dans le trois quarts des cas. Puis c'est tellement dur de trouver un fournisseur qui répond à tous ces besoins-là d'un coup. Personnellement, je sais pas si t'en as déjà vu un, mais j'en ai pas vu un. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Ça, c'est un vieux dicton. Puis je crois que là-dessus, ça s'applique encore. Ouais, ben malheureusement ou heureusement, c'est moi en tant que professionnel du domaine, moi ça me dérange pas parce que ça me procure de la job là, à l'infini puis pendant très très longtemps. Là. Tu sais, on est quasiment rendu aussi pire que les taxes puis que la mort, on est inévitable. Fait que tu sais, c'est vraiment la sécurité, on est vraiment rendu là dans l'univers. Fait que moi, ça m'énerve pas, mais ce que je trouve malheureux, c'est justement ce que les gens qui ne sont pas outillés pour faire ça ne puissent pas avoir les bons outils. Puis même quand ils allument, ils achètent le service, il faut le configurer après. Fait qu'il n'y a même pas de pré-configuration, des choses comme ça qui guident les utilisateurs ou les clients d'avoir ces choses-là. Puis en plus, chaque fournisseur a son vocabulaire, chaque fournisseur a c'est son style. Fait que la sécurité de un n'est pas la sécurité de l'autre. Fait que quand tu maîtrises la sécurité chez un, tu maîtrises pas la sécurité chez l'autre. C'est un autre univers, c'est d'autres choses, c'est d'autres concepts, c'est vraiment, vraiment d'autres choses. Puis chacun ont leur force
Puis je suis même pas convaincu qu'il y a tant de monde que ça qui comprennent la force de chacun. Et donc, qu'est-ce qu'on peut utiliser chez chacun qui est avantageux. Et au niveau sécurité, qu'est-ce qui est built-in, qu'est-ce qui est inclus, qu'est-ce qu'on doit rajouter et qu'est-ce qu'on doit absolument rajouter parce qu'on peut pas vivre sans ce genre de choses-là. Si on parle, la dorsale d'identité de Azure est probablement une des meilleures au monde parce qu'elle est démontrée, elle a des composants très, très, très robustes, très connus. Fait que sa composante de l'Azure AD est très reconnu. On peut la brancher sur les autres. Comment les autres fonctionnent? Ben, c'est à découvrir comment la plateforme d'identité de Google, je crois de mémoire, c'est Gaia, qui est la plateforme qui maintient l'identité, le Google ID ou comme l'équivalent du Apple ID ou du chose chez Microsoft. Il y a des éléments aussi qui sont inclus là. Comment ils fonctionnent, comment on peut en tirer profit. Comment on peut protéger nos identités avec cette structure-là? Comment ça nous permet d'avancer? Même chose chez Amazon. Amazon aussi en a une des plateformes d'identité un peu moins, je dirais pas sophistication, c'est pas une sophistication, mais d'intégration, de façon plus récente dans le jeu, mais il y en a quand même une. On en a plusieurs éléments d'identité chez Amazon qui sont très intéressantes, qu'on peut utiliser, qu'on peut leverager, qu'on peut nous amener plus loin, tout ça. Mais encore là, c'est différent des deux autres. Faut maîtriser comment protéger l'identité dans AWS, qui n'est pas la même façon de protéger dans Azure, qui n'est pas la même façon dans GCP. Donc, puis là, on parle de ça, puis ensuite, tu creuses plus loin. Comment tu protèges tes payloads, comment tu protèges tes compute, comment tu protèges ton egress, comment tu fais ton landing zone, le fucking landing zone. Ça y est, je vais taguer l'épisode explicite, maudit. Mais le fucking landing zone, il est différent dans les trois environnements, avec des composants différents dans les trois environnements, avec des objectifs différents dans les trois environnements. On n'a même pas en termes de compréhension commune. On a tous un frein, tous des ABS, tout un airbag, toute une ceinture. C'est standard, c'est uniforme, c'est partout pareil. Quand tu prends l'avion, c'est toujours la même chose. C'est toujours le même speech plate qu'ils te disent quand tu embarques dans l'avion. Ton flotteur est en dessous de ton siège ou dans le chose en avant de toi. S'il y a un masque qui tombe, enlève ton masque. Tu as mis un masque enlève-le puis mets-le parce que ça respire pas bien sinon. Tu t'expliques tout le processus de comment faire ça. Au nombre de fois que je voyage, je t'en ai. Mais c'est pareil. C'est tout le temps pareil. Au moins, ça fonctionne. C'est uniforme. Fait qu'on sait comment ça fonctionne. Il y a une présomption. Puis à la limite, en aviation, tant qu'être uniforme, il devrait donner tuer un cours avant de prendre l'avion. Si t'as pas de cours, tu prends pas l'avion. Au moins, on va sauver l'espèce de speech de 10 minutes qui sert à rien. Parce qu'on a un cours avec une carte qui nous prouve qu'on a eu le cours, qu'on est capable d'écouter différentes choses. Mais bref, on revient. Puis on parlait d'éléments de sécurité qui sont tellement différents. Le compute, tu parlais aussi qu'il faut un PhD en AWS parce que c'est tellement compliqué. C'est la même genre de choses. Puis en sécurité, c'est encore pire parce que on va aborder du côté de AWS avec un Control Tower, par exemple, qui est l'espèce de plateforme qui commence à être très intéressante au niveau du regard général de la sécurité au niveau d'AWS, le Defender for Cloud du côté de Azure. Et malheureusement, GCP, je ne sais pas c'est quoi. J'ai pas suffisamment d'expérience pour dire c'est quoi. Je pense que c'est Google Armor, quelque chose comme ça que ça s'appelle. C'est pas Cloud Armor? C'est Cloud Armor, quelque chose comme ça. Oui, Cloud Armor qui fait ce genre de choses-là. Fait que tu as tous ces composants-là qui s'articulent avec des notions différentes d'un à l'autre qui justement permettent ou permettent pas certains éléments. Puis là, tu rajoutes un genre du côté de un CloudFormation qui est ta plateforme d'automatisation par-dessus. Tu as un paquet de choses. Comment tu veux que quelqu'un qui commence dans le domaine soit capable. Puis là, si je commence, puis j'ai eu beaucoup de vide, là, genre en GCP, je suis tellement peu connaissant parce que j'ai pas beaucoup d'expérience. J'en ai un peu plus à AWS puis Azure, mais encore, j'ai pas de PhD dans ni un ni l'autre. J'en ai pas non plus, je te le confirme. Mais juste pour rebondir un petit peu sur tout ce que tu viens de dire, parce que je trouve que c'est très intéressant, puis ça représente bien ma philosophie par rapport à ça. Un des gros points pour moi, puis tu sais, qui est un petit peu juste, si on vient, mettons, au module d'identité, exemple d'Azure, qui effectivement, c'est un des plus connus, je crois, puis un des plus célèbres. Pourquoi, comme tu le dis, que c'est pas toute la même façon de procéder, puis ça revient un petit peu à ton message de tantôt qui tu disais, justement, si la barre, elle serait très haute en partant, puis qu'on aurait les mêmes étapes à suivre,
on décoche certaines choses qu'on veut pas. Puis pourquoi qu'il faut que ça existe dans l'univers qu'on vit, en fait, qu'il y ait plusieurs modes, un petit peu pour revenir à mon histoire de base de données tantôt, pourquoi que quand j'achète une base de données, ça vient pas avec les mêmes fonctionnalités? Pourquoi que c'est tout différent, puis pourquoi que c'est dépendant? Puis je crois que c'est un petit peu la réponse à l'interrogation qu'on pose un petit peu depuis tantôt. C'est le fait que chacune de ces plateformes-là, les plateformes info-nuagiques qu'on utilise, que ce soit Azure, que ce soit, oui, je m'en allais dire Microsoft, mais Azure, c'est Microsoft. Azure, Google, Amazon, ou même DigitalOcean et toutes les autres. Pourquoi, à chaque fois, c'est un concept différent et non pas, comme tu le disais si bien, moi, c'est un petit peu ça qui me fait mal, c'est de comprendre que, bon, je travaille avec Azure ou je travaille avec AWS, il faut que je me redocumente sur les mêmes composantes qui sont totalement gérées différemment, que c'est comme justement, si au moins il y aurait toutes ces composantes-là partout, puis que ça serait comme on pourrait faire l'assomption, on pourrait se dire, en fait, penser que ben à chaque fois ça fonctionne de la même façon en bout de ligne, que je peux brancher mon module d'identification, comme je le disais, un exemple avec un CDN, avec une base de données, pour avoir le résultat escompté, comme avec une ceinture de sécurité dans un véhicule. On s'entend qu'on se casserait beaucoup moins la tête à propos de qu'est-ce qui est là et n'est pas là ou pourquoi que c'est manquant, en fait, parce que ça ferait du sens. Ça serait une méthodologie de travail aussitôt qu'on touche à l'info nuagique, mais qu'on s'entend qu'en ce moment, avec les plateformes, est plus ou moins là, parce que chacune des plateformes veut qu'on travaille selon le standard qu'eux ont mis en place, qui veut pas dire, de un, que c'est le meilleur pour la conformité, que c'est le meilleur pour les méthodologies de travail d'aujourd'hui, là, si on veut vraiment mettre le niveau où est-ce qu'il devrait être. On n'est pas là du tout, du tout. Puis moi, personnellement, c'est ça qui me fait que je suis un peu en rogne avec tout ce qui est les PhD de toutes ces plateformes-là, ou encore même, quand je vois quelqu'un qui a une certification cloud, je me pose des sérieuses questions. Parce que moi, personnellement, j'ai jamais osé pour passer le test de certification pour Kubernetes. Pourtant, j'ai des heures et des heures et des heures de plaisir derrière la plateforme. J'ai même monté des modules qui remplacent des modules de base qui selon moi, étaient inefficaces ou trop compliqués pour rien. Puis je dois encore me poser la question si je suis certifié ou pas. Quand que en bout de piste, ben comme c'est bien plus une question d'être passionné de la chose puis de pousser plus loin, parce que sinon, si tu fais juste suivre la certification, le jour que tu as les deux pieds dans la vase, si on peut dire, là, tu vas chercher longtemps avec ta petite certification. Là, il vient d'où le problème ou l'incident est arrivé d'où? Parce qu'ils vont jamais te montrer comment que ça fonctionne. Puis je pense que c'est un petit peu la même corrélation. Là. Il arrive quelque chose, ben là, ton backup il est pas inclus. Puis c'est une roue qui tourne. C'est les deux vont dans le même sens. Puis je crois que si on est capable d'arrimer dans un futur proche que cet écosystème-là devienne plus comme un standard, ben, ça va aider que ça mette un petit peu plus de valeur ou un petit peu plus moi, selon moi, en tout cas, une valeur à passer un test pour dire, hey, je suis certifié pour le cloud ou je suis certifié pour une plateforme comme Kubernetes. Parce que sinon, c'est des mots en l'air. Parce que même la même chose pour Kubernetes, tu arrives sur chacune des plateformes, que ce soit Azure, Google ou même AWS, encore la même chose. Il faut que tu réapprennes, comme tu l'as si bien dit avec la landing zone. Il faut que tu réapprennes comment que ça marche, parce que le load balancer, c'est plus la même chose. Tout est différent, c'est toutes des composantes, puis ils ont toutes des intégrations que tu te demandes d'où est-ce qu'ils sortent leurs idées ou leurs concepts. Fait qu'au final, ça sert à quoi d'être certifié Kubernetes quand tu ne sauras pas plus qu'est-ce qui va arriver, mais que tu changes de plateforme ou que tu essaies une nouvelle plateforme? C'est là que comme ça amène à plusieurs autres points que je crois qu'on pourrait débattre, mais je crois qu'on a mis le doigt sur le problème en premier lieu, si tu vois ce que je veux dire. Là. Ah, il y a ça, puis on peut aller plus loin, puis tu sais, à force de parler, ce qui m'est apparu aussi, c'est que, tu sais, il y en a beaucoup qui vont plaider, oui, c'est compliqué, puis tu disais justement, dans ces univers, tout est compliqué. L'aviation aussi a un niveau de complication qui est quand même très élevé. Un pilote d'avion doit connaître beaucoup d'éléments standards, d'éléments comme ça. Il y a eu beaucoup de standardisation de ce côté-là, justement, pour voir que les pilotes réapprennent, genre, comment
300 sortes d'avions différentes. Il y a des nuances, puis je veux pas ça, mais ils ont quand même limité l'affaire comme ça, parce que sinon, il va falloir se certifier sur chaque format d'avion avant de pouvoir avant de pouvoir le piloter. Puis c'est un peu un peu ce que tu mentionnes. Il va falloir, tu sais, c'est pas possible. Maintenant, il y a un certain nombre de choses standards qui sont établies. Les tours de contrôle vont parler toujours à peu près de la même façon. Les call signs sont toujours de la même façon. La façon de communiquer est toujours pareille. Il y a toujours un certain nombre de choses standards. Tu sais, l'altimètre, c'est standard, c'est différent comme ça. Les manettes de fonction peuvent varier d'un à l'autre, puis justement des choses, mais les protocoles, ils ont des cartables qui leur permettent justement, en cas, s'il y a un problème X, il y a toujours une solution Y associée tout le temps de faire dans leur cartable ou maintenant dans leur iPad. Là, c'est plus léger à transporter, mais ils ont toujours des éléments comme ça. Il y a toujours une standardisation qui est arrivée dans cet univers-là, qui est très réglementé maintenant, justement pour éviter des folies, éviter que les avions tombent du ciel à tout bout de champ. Moi, j'aime ça prendre l'avion parce que je sais que ça tombera pas du ciel là, à tout bout de champ. Fait que, je trouve ça essentiel. Sinon, je prendrais pas l'avion là, si je savais que ça ne pourrait tomber une fois sur deux. Là, je serais pas fou, j'embarquerais pas. Là, comme il y a un niveau de fiabilité qui est très, très élevé. C'est ça, je vais embarquer. Pourquoi les cloudeurs ne sont pas capables d'arriver à un niveau comme ça? Est-ce qu'il va falloir que le gouvernement ou les gouvernements se fâchent à un moment donné puis se disent, ben, regardez, là, on a besoin d'un certain nombre d'éléments standardisés qu'on a besoin de façon uniforme, l'aviation a passé à travers, on a réussi à arriver, puis il ne manque pas d'innovation. Les avions sont encore plus performants maintenant qu'il y a 30 ans. Les avions sont plus intéressants. Il y a beaucoup plus d'électronique, beaucoup plus de choses. Il y a beaucoup d'innovation. Les avions se conduisent plus tout seuls maintenant. On a des centres d'entertainment dans les avions. On a beaucoup de choses. Tu sais, c'est ceux qui prenaient de l'avion il y a 30 ans, c'est pas comme on l'apprend maintenant. Puis il y a comme 50 ans, c'est encore. Il y a 50 ans, il y a peut-être plus de place dans les avions qu'il y en a maintenant, par exemple. Mais cela étant dit, il y a quand même beaucoup de choses qui ont évolué, qui ont avancé, qui quand même sont plus sophistiquées maintenant dans l'aviation, qui permettent des choses, puis plus de sécurité aussi également dans l'aviation là, qu'on a vu avancer. Donc, pourquoi on n'est pas capable de réaborder les choses en infonologie avec un regard comme celui-là? Et pour ceux qui chialent, qui ne veulent pas se faire imposer de la législation et des règles, organisez-vous ensemble avant que le législateur se choque, le fasse, parce qu'on le voit aux États-Unis à l'heure actuelle. L'administration Biden en a eu une couple de règles exécutives qui ont sorti, puis qui imposent le SBOM, qui imposent le Zero Trust, qui imposent des affaires de sécurité de façon majeure et avec beaucoup moins de délicatesse, disons, que si on l'avait développé nous-mêmes et on l'avait fait nous-mêmes. Là. Exact, puis c'est là que ça devient frustrant. Puis peut-être pour rebondir un peu sur ce que tu as dit, puis je pense, c'est drôle parce que tu parlais du processus pour les avions puis l'aviation, comment c'est structuré et tout, puis c'est exactement ce qui nous manque dans notre cas. Puis c'est plate à dire parce que c'est vraiment ce que la conformité essaie de nous amener tranquillement, pas vite. J'ai juste pas hâte de voir, mais que la conformité se fâche puis qu'on est peut-être trop loin, trop vite. Ça va donner exactement ce que tu disais par rapport aux États-Unis. On s'entend demain matin quand il faut que tu enables le SBOM puis que tu mettes tous les paramètres les plus que je considère dans mon langage crackpot en place là, puis c'est correct de les mettre parce que justement ça amène à un autre degré, comme je le disais tantôt, qui peut faire quoi, pourquoi puis comment. Je pense que ça devrait être le baseline pour tout le monde déjà en partant. Si ça ne l'est pas, on a un problème. Mais c'est justement ça que ça amènerait, un petit peu comme dans les avions, ben ça nous amènerait à un autre niveau qu'on pourrait juste aller plus loin sans se casser la gueule en cours de parcours. Ça reviendrait à ça. Ben, ça faciliterait ce genre de choses-là. Puis, tu sais, on revient toujours sur le cas. Est-ce qu'on veut attendre que le législateur mette son nez là-dedans puis nous impose des choses qui sont incohérentes? Les gens ont énormément chialé avec PCI DSS parce que c'était incohérent et ça marchait pas dans ses premières itérations. Ça l'a quand même, malgré tout, avec les années amené ailleurs, mais ils ont été obligés d'y aller parce qu'il n'y a personne qui le faisait de façon spontanée. Tout le monde était trop, ah non, ça me regarde pas, c'est ça. Fait que là, ils ont mis des règles de base qui ont forcé le marché. C'est ce que les États-Unis sont en train de faire aussi avec toutes les directive orders qui sont en train de sortir, qui sont sont en train de justement de mettre les règles en place. Puis c'est pour certains très désagréable, mais en même temps, ben ils ont quand même pas le choix. Là. Si l'industrie était capable de faire mieux,
Mais est-ce que l'aviation est égale à faire mieux? L'histoire nous dit que non. Est-ce que l'automobile est égal à faire mieux? L'histoire nous dit que non. Fait qu'il faut attendre que le papa gouvernement se choque et mette des règles. Fait qu'on est rendu à ce niveau. C'est triste en quelque sorte, mais je pense que c'est malheureusement inévitable en termes de choses qui uniformisent la sécurité infonuagique, qui fassent qu'on ait des services inclus de base et qu'un opt-out, si on veut pas les avoir, et ainsi de suite, et qu'on va payer le prix. Puis, les gens vont dire, ouais, mais ça va coûter plus cher. Oui, ça va coûter plus cher. Non, ça n'arrêtera pas l'innovation. Même si on paye plus cher puis on est plus en sécurité, je pense que faut peut-être arriver que la ligne entre la présomption de sécurité et la réalité se rejoignent le plus possible, justement, pour éviter que les gens se brûlent. Moi, ça fait pas mal le tour de ce sujet-là. Je pense que toi aussi, on l'a pas mal vidé. On a vidé la passion qu'il y avait dedans. J'avais peut-être quelque chose à rajouter pour ce que tu viens de dire, par contre, parce que vu que je suis quelqu'un qui est au cœur de cette innovation-là que tu parles, justement, peut-être mon point de vue là-dessus, avant qu'on termine, ça serait le fait que je crois que selon moi, que ça coûte plus cher, c'est juste un détail dans l'équation. Ça va tout simplement accélérer les choses. Parce que si on n'a pas, sérieusement, de mon point de vue à moi, je vois toute la couche. Tu sais, quand on parle d'innovation, on parle de créer des nouveaux concepts, créer des nouvelles choses innovatrices. Le temps qu'on perd encore aujourd'hui, quand on développe, peu importe ce que c'est en informatique, on s'entend, que ce soit technologie cloud, que ce soit une technologie de cellulaire, une technologie XYZ, le nombre de temps incroyable qu'on perd à recréer des concepts de sécurité. Juste comme mettre en place la sécurité de comment on va pouvoir reprendre un vieux mot de passe, changer de mot de passe en fait, ou des trucs comme ça, récupérer un compte, bien être capable de s'identifier en termes d'identité et tout. Juste tous les mécanismes, si on pense à tout ce qu'on utilise dans la vie de tous les jours, là, qu'on se rend pas compte, à chaque fois qu'on veut innover, il faut recommencer tous ces trucs-là qu'on se dit avec le temps, ça devrait être des acquis, ça devrait être quelque chose que, justement, comme on le disait tantôt, tu achètes la base de données, comme tous les mécanismes sont en place, non, il faut les mettre en place à chaque fois. Puis c'est là que ça devient un petit peu si on prend le calcul de ce que ça coûte de plus par mois, exemple de payer l'hébergeur pour le faire ou de le mettre en place, cool, j'aimerais bien mieux le payer que perdre mon temps à payer quelqu'un ou moi-même devoir refaire toutes ces mesures de sécurité-là pour moi-même, juste pour pouvoir innover, justement. Et puis c'est un petit peu là, je pense que justement, d'avoir ces standards-là en place, ça serait merveilleux. Ça ferait exactement comme tu le disais tantôt avec les avions, de pouvoir permettre, cool, tout d'un coup, on peut avoir des films dans les avions, on peut avoir des loges avec quasiment une discothèque, tu vois, en plein vol, là. Il n'y a plus de limite aujourd'hui de ce qu'ils peuvent faire dans les avions, puis c'est juste une réaction justement au fait que en ayant mis la barre assez haute avec les standards et les protocoles, aujourd'hui, ils sont capables de passer du temps à vraiment mettre des nouvelles choses pour rendre le vol plus agréable, si tu vois ce que je veux dire. Et ça serait tout simplement ça mon opinion là-dessus. Oui, tout à fait. Fait qu'on va conclure là-dessus. Merci beaucoup. C'est toujours très drôle d'embarquer ces sujets-là d'un peu plus soulève les passions. Ça nous permet justement de débattre avec des choses qui sont un peu moins stériles que de la pure technologie. Exactement. À la prochaine.